Hi, everyone. My name is Paloma Reaño, and I'm the communications assistant at Espacio de Culturas. I'm also here today thanks to a writing fellowship from NYU's Creative Writing in Spanish program. Before we start the screening, I'd like to thank our center's director, Jordana Mendelssohn, and our assistant director, Marina Garde, and our entire team today for making this program possible. The film we are about to watch tonight is the final screening of the series Landscapes of Intimacy, curated by Spanish filmmaker Isabel Coixet during her semester-long residency as the KGC Chair of Spanish Culture and Civilization. On behalf of all of us at Espacio de Culturas, I want to thank Isabel for her generosity in organizing her public programs and grad seminar, and to thank once again Julia Solomonov from NYU's grad film department for bringing Isabel to NYU. Yeah. This screening is especially meaningful because it closes a remarkable cycle on how to understand and portray intimacy in cinema, and it also marks the public farewells of someone as brilliant and truly inspiring as Isabel. I wanted to introduce this film tonight because when I first saw it a couple of years ago, it opened a singular path in my own creative process. What matters most to me in the books I read and the movies I watch is what it feels like while reading or watching them, whether it twists my stomach, gives me the goosebumps, or keeps me awake at night. The questions it plants beyond the events it describes. Some works open a space of resonance, and Little Girl Blue, Mona Chach's film, is one of them. Its blend of documentary and fictional reconstruction reminded me that writing, and perhaps any creative work, is never born in a vacuum. Something is missing. Something has been lost. That certainty is at the center of why I write. At the heart of Little Girl Blue lies a personal archive. Hundreds of pictures, letters, recordings, diaries, and objects belonging to the writer Carola Chach, the director's mother. This trove is at the heart of an investigation into her mother's life. The film proposes a kind of symbolic resurrection to find words where silence becomes unbearable. This gesture, profoundly fragile and at the same time radical, mirrors my own writing process, where the personal and the external intertwine in the search for shared meaning. What struck me about this movie was not the theme itself, though that too, but the way photographs, letters, diaries, and recordings cease to be mere traces of a life and become the visual and sonic material that structures the film. How the daughter's discoveries and the mother's silences, the gaps in the story, and what the lead actress brings as a medium through her presence all fit together. The ambiguity and the gradual revelations these fragments allow. As Chach's turns mourning into a poetic exploration of memory and inheritance, a narrative charged with intimacy and candor, one that deliberately leaves us with questions. What counts as a physical landscape and what as a psychological one? How many lives does a person carry? The director also appears as herself, filming, revisiting archives, speaking about her relationship with her mother. That daughter director's gaze toward the mother becomes conscious, and as spectators, we witness her investigative process, her doubts, and her challenge. I found myself enacting some of the same paces as Chach's film 2 weeks before moving to New York. I traveled to the mining town where my father's self-destruction began. I gathered his photographs, notes, clippings, trinkets, and clothes scattered among friends and relatives. And I began the absurd puzzle of trying to understand the knot between what we allowed others to see and who we really are. What I'm writing now from a rented room in Bed-Stuy is neither fiction nor an essay, but is the book
I can write only because I have looked directly at the obsession with a father, a country, an abandonment, a cluster of memories, and a family archive. And this film, in a way, allowed me to hold on to that obsession. I hope you all enjoy tonight's screening of Little Girl Blue. And please join us after the screening as we will share a pre-recorded conversation between director Mona Shash and Isabel Coixet. Originally, Mona planned to join us in person, but due to circumstances beyond her control, she's not here with us today. We will still hold an in-person Q&A with Isabel after sharing that recording, and afterwards, we invite you all to the farewell celebration of our Fall 2025 chair, Isabel Coixet. Thank you. C'était les années 50, on se poussait toutes pour être à côté de Camus. J'ai connu Genet qui a profondément marqué ma vie. J'ai connu Marguerite Duras. C'était une très très grande époque. Ça, c'est son jean. Elle mettait tout le temps ce collier. Ma mère m'a laissé une énigme. L'histoire de notre relation. Vous êtes en train de faire exactement ce qu'elle avait déjà fait. Enquêter sur votre mère. Incroyable, hein, ma mère. Thank you, Isabel, for bringing this amazing film to us. As promised, Isabel and Mona recorded an interview about the film. So if you can just stay with us for 1 minute, we're going to change reels, share with you the pre-recorded interview, which was done in French and has English subtitles. And after that, Isabel will hang out for a little bit if you have a question or two. And then we'll pass on to the atrium for a lovely celebration with everyone together. J'ai choisi des films que j'admirais, de films que proposent des autres manières de raconter les histoires. Et je dois dire, dans les derniers ans, ton film, Little Girl Blue, ça a été un vrai choc pour moi. Et je dois t'avouer que je ne voulais pas le voir, parce que quand j'ai lu l'histoire, et surtout quand j'ai lu, non, et la réalisatrice transfère à Marion Cotillard les vêtements de sa mère et tout ça, j'ai dit, ah non, ça va être. Mais finalement, j'ai décidé, je l'ai vu à Carcassonne, parce que j'ai une maison près de Carcassonne, et j'étais éblouie. Et quand le film a fini, je pensais, ah, c'est seulement 1h30, je veux que ce film continue ad infinitum. C'est pour te montrer combien j'admirais ton film. Je trouve que c'est un film. Je trouve que tu as trouvé une manière intelligente, émouvante, fascinante et très profonde de raconter une histoire, que c'est ton histoire, l'histoire des femmes de ta famille, mais aussi une histoire que peut toucher tout le monde. Comment tu as décidé de faire ce film? Qu'est-ce qui s'est passé? Obviamente, après la mort de ta maman.
Bah, merci beaucoup déjà pour tes mots. La décision, elle est venue progressivement. Au début, il y avait presque un refus même de me plonger dans la vie de ma mère. Il y avait un sentiment de soulagement même d'avoir l'impression que son suicide me débarrassait de quelque chose et que aller partir avec elle, tout le poids qui me restait sous les yeux finalement avec toutes ces caisses qu'il fallait que je trimballe de sa cave à la mienne et je voulais pas les ouvrir. Évidemment, j'en ai ouverte une et j'ai vu les photos qu'on voit dans le film puisque j'ai essayé de reconstituer ce moment-là de découverte où je vois ma mère jeune, libre, insolente. Et je m'interroge sur le chemin et tout d'un coup, ça m'a comme déplacée. J'ai vu ma mère comme un personnage. Je me suis dit, mais cette femme m'intéresse. Euh, et je me suis mise à enquêter sur elle. Il n'y avait pas encore l'idée d'un film, mais en tout cas, il y avait la possibilité, là où je n'arrivais plus à l'entendre, moi en tant que fille, ça pose la question de comment raconter, c'est-à-dire que Carole, elle, n'arrivait pas à se faire entendre. Alors il faut dire aussi qu'elle est morte juste avant MeToo. Peut-être que sa parole aurait été globalement mieux entendue, mais il y avait une telle rage, une telle détresse, une telle colère, que ces mots ne parvenaient plus, ils étaient inaudibles, en tout cas pour sa fille, et à cause de tout le chemin qu'on avait subi ensemble, je pouvais plus porter sa douleur. Et il y a eu cette possibilité de déplacer mon regard et de l'appréhender comme un personnage, avant même de me dire que c'était un film. Et, euh, et c'est en cheminant et en commençant à... Justement, tu parlais de... Ça touche toutes les femmes, et tant mieux, et ça, c'était un point indispensable pour moi, c'était ce moment où tout d'un coup, j'ai reconnu dans la trajectoire de ma grand-mère, dans la trajectoire de ma mère, et aussi dans la mienne, dans mon envie de comprendre quelque chose qui racontait de manière plus universelle le conditionnement de la femme. Et je me suis dit, mais en fait, mon histoire personnelle, qui m'enlisait, qui m'engloutissait, qui m'a plongée dans la solitude et dans la détresse, en fait, c'est un fabuleux laboratoire d'observation pour incarner finalement ce qu'on essaye de dire de toutes les manières possibles, et toutes ces manières sont formidables, mais comment, avec le petit, incarner le grand. Et c'est presque ce qui m'a autorisé finalement à faire de ma mère un personnage de film et pas simplement un personnage d'étude pour moi. Et, euh, et là, je suis revenue à vraiment à mon impression d'origine. Quand j'étais dans la cave, je trouve les photos et peu de temps après, je trouve un magnétophone dans lequel il y a la voix de ma mère. Donc finalement, les premières choses qui me parviennent, il y a les photos, mais c'est des images figées, mais il y a le son. Et, euh, et alors que ma mère m'avait jamais manqué, je me suis dit, mais là, je voudrais un corps physique, je voudrais que cette voix habite un corps, je voudrais la voir devant moi et je voudrais que cette conversation qu'on n'a pas pu avoir, on puisse la rejouer. Et là, je me suis vraiment dit, mais avec un élan totalement naïf, hein, presque d'ivresse, tu vois. Je dis même pas que à ce moment-là, j'avais pas un coup dans le nez, tu vois. Je me suis dit, mais sur ces photos-là, ma mère, elle ressemblait tellement à Marion Cotillard, tu vois. On était parti là-dessus. Et je voudrais que, et en fait, c'est cette croyance aussi dans les puissances du cinéma, dans dans les puissances qu'ont les films de maintenir vivants les acteurs, de ressusciter les morts, de faire traverser des générations et des générations des histoires qui se baladent avec les films, et de me dire, mais le cinéma permet cette magie-là, ce miracle-là. Je voudrais qu'une comédienne vienne, Marion Cotillard. Je voudrais lui donner les affaires de ma mère. La voix, je l'ai. Et je voudrais qu'on rejoue la vie de Carole. Et puisque moi, ce personnage m'a passionnée, puisque j'ai l'impression de lui trouver des ponts avec la grande histoire de notre condition, ça m'autorise à faire ce film et je voudrais... Et en fait, en cheminant, j'ai jamais abandonné ce fantasme d'origine. Euh, Il y a aussi, voilà, comme ce que tu dis, je me dis, moi, ce qui me touche dans les films, c'est aussi leur singularité, c'est l'accès à ce très très intime. Et plus j'écrivais, plus je me disais, puis j'ai été aussi aidée par la productrice, par ceux qui m'entouraient, de me dire, mais assume ce point de vue, assume ce désir, assume aussi par ricochet de te mettre en scène là-dedans et et de raconter ce fantasme de film impossible. Voilà comment ça a cheminé.
Oui, et tu sais que la moitié de l'audience de cette séance, c'est d'étudiants de cinéma. Je sais que parfois, entre eux, il y a beaucoup qui ont vu le film avant, Ouais, qui sont ici aujourd'hui pour le voir une deuxième fois. Et pour eux, parce qu'il y a plusieurs d'eux qui essayent de faire aussi des histoires en liaison avec sa famille. C'est pour ça que ton film, c'est un peu, pour moi, c'est l'exemple parfait de aborder l'histoire familiale qui est, si c'est genuine et c'est vrai, ça va trouver, ça va réverbérer, ça va respirer avec des gens avec des histoires complètement différentes. Mais ton film montre une autre manière de raconter les choses et je suis très jalouse parce que pour moi, moi, je me sens très classique. Et non, non, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, le procès a été long. Toi, la première personne que tu as proposée, c'était Marion Cotillard. Euh, on t'avait dit peut-être si tu avais un plan B, comme c'était passé. ouais, ouais, ouais. Évidemment, il faut toujours avoir un plan B. Le plan B, était carrément. J'étais tellement radicale dans mon désir que s'il y avait eu un plan B, c'était d'avoir ma mère qui avait déjà l'âge de ma mère. J'imaginais pas une autre actrice aussi parce que je voulais pousser le fantasme au maximum. Je voulais vraiment une actrice iconique. Il y avait vraiment cette idée. Et là, ça s'inscrit aussi dans la réalité de notre monde. C'est que donc ma mère est morte quelques mois avant MeToo. Elle avait publié un livre dans lequel elle racontait, peut-être pas très bien, mais en tout cas, elle racontait son histoire. Et ça n'avait pas été entendu. Son histoire n'avait pas été accueillie comme elle aurait dû. Et, et voilà, je voyais au-delà voilà, de ces failles, il y avait quelque chose, cette détresse, ce silence l'engloutit, elle se tue, et je me dis, mais il faut la sortir de ces ténèbres, de ce silence. Il y avait vraiment cette image-là, et puis physiquement, moi, j'étais dans la cave, c'était sombre, il fallait remonter ces caisses qui étaient comme des petits cercueils, tu vois, des caisses en plastique avec des sacs poubelles noirs dedans. C'était très, très morbide. Et je me disais, mais il faut la puisque comment faire entendre? Moi, c'est ça aussi qui m'a passionnée. Comment rendre ludique? Comment donner envie? Tu vois, tu disais au début, et je te comprends tellement, je voulais pas le voir. Moi, je comprends. C'est l'histoire d'une femme qui se suicide et c'est une fille qui va raconter l'histoire. Bah, mais tu- personne n'a envie, en fait, d'entendre des histoires d'abus, de suicide, et moi, toute ma... Mais aussi parce que j'ai beaucoup fait, je pense, de cinéma de divertissement et que je mets le divertissement à un endroit très noble. Ça a été très important pour moi. Ça m'a équilibrée. Je pense que si j'avais pas fait ça, je me serais laissée engloutir par ma vie. Ça m'a sorti de moi-même, là où je m'entêtais dans des projets personnels beaucoup plus austères. Le divertissement m'a vraiment aidé. Ça m'a appris une vraie conscience permanente du public. Et donc tu dis, OK, mon histoire, elle fait envie à personne, même pas à moi. Comment, comment faire pour donner envie? Et comment s'amuser aussi? Comment s'amuser avec ce que le cinéma permet? Et je me dis, bon, bah déjà, je veux une actrice qui a eu un Oscar, qui a eu, tu vois, je voyais Marion, sa capacité à la métamorphose. C'était vraiment la folie des grandeurs, tu vois. C'était l'envie d'amener Carole à cet endroit qu'elle avait peut-être convoité, qu'elle avait jamais eu, et de me dire, mais c'est merveilleux, quoi, de la mettre là. Et puis après, c'est ça, c'était intéressant, je trouve. Moi, ce film, ça m'a beaucoup appris sur ce qui doit se travailler énormément pendant très, 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 très longtemps. Et ce qui est plus de l'ordre de l'instinct, de l'imprévu, évidemment, dans le mouvement documentaire, tu vois, de cette magie du moment présent. Et je sais pas ce qui, en dehors de ce que j'ai dit, tu vois, sur la dimension iconique de Marion, ce qui me donnait l'intuition que elle, en tant que femme, elle allait comprendre ma mère, qu'il y avait quelque chose dans sa lignée, dans ses fractures intimes, qui allait faire que cette noirceur-là, elle allait la comprendre, que ça allait pas la rebuter, qu'elle allait en faire la sienne, que elle, ça l'avait pas empêchée d'arriver là où elle était et qu'elle allait pouvoir transformer le lugubre de ma mère, là où ma mère n'avait jamais réussi à métamorphoser quoi que ce soit.
C'était voilà, c'était à la fois très, très construit et très concret comme désir, et aussi très, très fragile. C'était de l'ordre de l'instinct. Pour moi, c'est le meilleur, je dois dire, j'ai vu, je crois, pas, au moins la moitié des films qu'elle a fait. Pour moi, c'est son meilleur rôle. Et pour moi, c'est un des jeux plus, c'est pas complexe, profond de toute sa carrière. Mais non, je trouve qu'elle est incroyable. Il y a des Mm. moments ces moments que tu es pas sûr, c'est elle, c'est Carole, et le moment, je me souviens, le moment que la caméra est sur elle, qu'elle est sur le lit, qu'il lit les mots de ta mère, et on sait vraiment, pour moi, c'est le moment que tu dis, ah, euh, et c'est très déstabilisant et c'est très beau. Mona, tu sais que le monde de Carole et, et de sa mère, tous ces mondes de Jorge Semprún, Goytisolo, c'est très fascinant pour nous, les Espagnols. Mm, mm. J'ai eu la chance de rencontrer Jorge Semprún et pour moi, je me souviens que c'était un des moments les plus épiques de ma vie. Euh, Et je dois dire qu'il y a des gens qui m'ont ils savaient que tu allais venir à New York. Il y avait deux spécialistes à Goitisolo qui m'ont dit non, il faut qu'on la rencontre parce que lui, il parlait toujours d'elle, là. Et donc, je sais qu'en France, c'est une chose importante, mais peut-être pas si important comme en Espagne, non? Que c'est Ah une non, espèce pas de si important. mythe, Ah non. tout ça, des gens en exilé, tout ça. Je sais pas si en France, Non, 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 non. non. Non, 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 non. Non, en France, c'est plus Jean Genet qui résonne, tu vois. Après, pour moi, c'était intéressant de justement de. Bah, c'est toute l'ambivalence. Et tu vois, quand tu me dis, il y a des gens qui ont connu Juan et Juan y parlait de moi, il y a quelque chose, ça me touche, ça m'émeut, c'est-à-dire que il y a vraiment cette dichotomie, cette ambivalence qu'avait ma mère et que j'ai aussi, où j'ai la conscience du privilège que j'ai eu de grandir entouré de ces hommes-là. Pour la plupart, c'était des hommes. Et à la fois, c'était important pour moi d'arriver à dire quelque chose d'une autre vérité, mais de le dire sans juger. De... Et c'est très fin et c'est très délicat ce que tu fais avec ça. Bon, bon, tant mieux. Non, non, Mais, c'est pas. non, non, mais ça m'importait beaucoup, très bizarre. Enfin, non, pas très bizarrement d'ailleurs, parce que non, je les dédouane pas, je les excuse pas, mais je les remets dans un contexte. On parlait tout à l'heure de conditionnement de la femme, donc ça inclut aussi la position des hommes, mais c'était tout un système. Et je veux dire, je ménage pas non plus ma grand-mère. Moi, c'est une des choses qui m'a le plus stupéfait quand j'ai fait mon enquête, c'est que cette femme que j'ai très très bien connue, vraiment, que j'adorais, j'ai découvert sa dualité, j'ai découvert à quel point elle s'était rendue complice, j'avais accès à sa fascination, son admiration pour Sam Brown, évidemment pour Juan et pour Genet, mais elle les aimait au point de donner sa fille, qui était une enfant, et de penser que c'était valorisant pour sa fille qui avait 11 ans, 12 ans, d'avoir des rapports sexuels avec un homme de cette bande-là. C'est terrifiant. Donc, je leur en veux d'avoir abusé, je leur en veux de ne pas avoir dit, je leur en veux d'avoir. Mais j'aime pas cette idée voilà, j'avais envie que ce film, encore une fois, c'était une histoire d'accès, de possibilité d'écoute. Je voulais que même les gens qui aiment Genet, qui aiment Sam Broun, puissent voir ce film sans le rejeter, puissent accueillir cette vérité-là sans se sentir eux-mêmes jugés de les aimer.
Parce que je continue de dire que ma mère les a aimés jusqu'au bout de sa vie, que peut-être le drame de ma mère, c'est qu'elle a jamais rencontré quelqu'un de plus passionnant que Jean Genet, que finalement, épouser mon père, avoir des enfants, c'était l'ennui, c'était le conformisme, c'était plat et que c'est sa vérité et qu'il faut l'entendre et que moi-même j'ai aimé aussi avoir le privilège de grandir avec ces hommes-là. Voilà, c'est faut arriver à dire ces deux vérités qui sont indissociables et qui font que c'est impossible de donner une conclusion clivante. Oui, mais c'est ça que c'est humain Mm, et c'est mieux que tout, non? Le ouais, film, moi, je dois dire peut-être, je suis pas un fan de Genet, mais le moment, je suis pas un fan de Goethe Solo, de Saint-Brun, oui, oui, il faut avouer, oui. Mais, ces trucs, cette référence, cette montre que c'est logiquement lié la familia, non? Ça s'appelle ça, la familia? Familia C'est Grande. la Ouais, familia le lien de grande. famille. Ouais. Et les consentements, je trouve que ton film, c'est un pas plus loin parce que on met en question l'admiration que les femmes intellectuelles ont pour ces hommes au point de pardonner des choses qui ne sont pas inexcusables et impardonnables. Ouais, Et ouais, c'est mettre ouais. l'homme sur un piédestal totalement qui échappe à toute logique. Mais pour rentrer vraiment dans les rouages, pardon, c'est peut-être presque. Il y avait tellement de petites choses à dire et que je pouvais pas dire dans le film qui donnent déjà une impression de trop plein. Mais après, c'était encore un autre sujet. Une fois, il y a un étudiant qui m'a dit, votre film, il y a trop de trucs, j'ai rien compris, mais j'ai tout compris. Bien, Et donc j'étais là, bah, c'est génial, c'est super. Mais j'aimais bien parce que ça disait aussi ce qu'on peut ressentir par rapport à nos histoires de famille. C'est tellement compliqué. Tellement compliqué. Et donc voilà, on peut. J'ai rien compris, mais j'ai tout compris. C'est très bien. Mais Sam Prune, là où il est vraiment, je le mets à part, c'est que d'abord, il a abusé de personne. Il a su, il a compris. Mais son endroit d'ambivalence à lui, c'est que quand il est arrivé en France, ma grand-mère Monique, c'est vraiment elle qui l'a aidé à être publié. Donc il est redevable, il était reconnaissant, il y avait une amitié indéfectible et que d'une certaine façon, protéger ma mère, c'était trahir Monique, qui était elle-même la mère de Carole. Donc, tu vois, c'est toujours... et, et ça, cet aller-retour, je le trouve... dans ma famille, voilà, j'ai trouvé ça vraiment... Si j'avais quelque chose à... Moi, je me suis nourrie de la Familia Grande qui est sortie aussi pendant que j'écrivais, le consentement aussi, toutes ces histoires, évidemment l'affaire d'Adèle Haenel, enfin toutes ces paroles. Et encore aujourd'hui, ça continue, ça continue. Je trouve ça vraiment bouleversant, merveilleux, cette espèce de passage de relais comme ça. Moi, j'ai trouvé que voilà, il y avait dans mon histoire quelque chose d'intéressant à l'endroit de l'ambivalence. Et je trouve ça bien aussi parce que quand on oppose aux gens qui veulent faire de leur histoire personnelle un film, on dit ah mais il se substitue à la justice. Et je suis pas d'accord parce que je pense qu'il y a aussi moyen de. Enfin, après, chacun fait le film qu'il veut, mais en tout cas, moi, le cinéma qui me touche, c'est pas un cinéma qui statue, qui juge ou qui remplace la justice. C'est juste un autre chemin de compréhension. Et donc, c'est complètement complémentaire, ça n'a rien à voir. Personne ne remplace personne. Mais... Et maintenant, Mona, c'est une chose que je voulais te demander en dehors de ton film. Qu'est-ce qui se passe en France maintenant? Parce qu'il y a beaucoup des choses de cas, d'épargnés. Je sais que ce sont des choses complètement différentes, mais, mais en France, tout d'un coup, les dernières années, il y a cette espèce de Me Too Part 2 que c'est probablement le seul pays en Europe où est en train de passer ça. Comment, comment tu vois la situation maintenant? Il y a du MeToo, pas quoi? Redis-moi, pardon. Un MeToo. C'est une espèce de Me Too Part 2, deuxième partie. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais.
Alors là où je me méfie de moi, parce que je me dis beaucoup ça, évidemment, tu vois, par exemple, Camille Kouchner, on est devenus très amis, j'ai d'autres militantes féministes avec lesquelles je suis devenue très amie. Il y a cette chose très très gaie du combat féministe où tu te fais des copines, où, tu vois, mon film me permet... Je suis vraiment très triste de pas t'avoir rencontré, mais je me dis, voilà, ce film, il me permet de te rencontrer toi, avec ton itinéraire, avec tes films avant, enfin, tu vois, il y a... donc moi aussi, j'observe ça à mon endroit de Parisienne, très entourée. Euh, c'est une immense fracture je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, où évidemment les consciences s'éveillent, les histoires se disent, les écoutes sont de plus en plus grandes. Vraiment, c'est chaque jour, tu vois, ça c'est et puis encore une fois, c'est la terreur et c'est la joie, tu vois, d'entendre et en même temps que ça se dise. Paradoxalement, il y a le backlash total où tu as l'impression quand même que la France, comme plein de pays, bascule vers l'extrême droite, que la misogynie se répand au galop, que les groupuscules masculinistes sont de plus en plus vastes, que ça n'empêche pas les agressions, que ça n'empêche pas les féminicides qui sont en surnombre. Enfin, c'est le désastre. En fait, ce qui est terrible, c'est que ça ne change pas grand-chose. Il y a même, tu vois, c'est par rapport à nos métiers. Là, on est en chute en France. Bon, on était à un peu plus de 25% de femmes réalisatrices, tu vois, en moyenne par J'ai lu ça hier. Ouais, ce qui est déjà Il y a pas. un descente, oui, que c'est Oui, terrible, hein. c'est terrible. Donc, moi, de l'endroit où j'observe les choses, je vois une vraie progression. Mais si tu prends du recul et que tu observes mieux, tu te dis, malgré toute cette parole-là, on en est encore là d'une manière générale et tous ces extrêmes continuent d'enfler, donc ça va. Non seulement ça va pas mieux, mais c'est pire. C'est très paradoxal. Je pense que ça dépend aussi de l'endroit où tu t'analyses la chose. Mais je sais pas, toi, comment ça m'intéresse. Je sais pas si c'est le moment, mais Euh, comment. Tu sais, c'est hier, justement, j'ai lu à Libération que le nombre, parce que la France, c'est toujours les pays du monde où il y avait toujours des femmes qui faisaient des films comme réalisatrices, comme productrices. C'était les pays où les femmes, il y avait un espace très grand sur le métier, disons. Je déteste le mot métier, mais bon, disons, le cinéma. Et quand j'ai lu ça hier, j'ai eu un choc parce que c'était pas l'impression que j'avais. Mm. Non. Peut-être que le dernier projet que je tournais pour Arte l'année dernière, qui va passer l'année prochaine, tu sais, toute l'équipe, nous étions que des femmes. Et lire ça, c'était un choc. En Espagne, je dois dire qu'il y a un système que c'est inspiré dans le système suédois où il y a ces trucs de les points. Si ton film, si tu es une productrice, le metteur en scène, c'est une femme, la musicien, le directeur de la photographie, tu as plusieurs possibilités de financement. Et ça a Mhm. été beaucoup critiqué, mais ça a permis de, justement parce qu'il y a, merci à une association de femmes cinéastes et à sa présidente, Christine Andreu, on a vraiment un nombre de jeunes réalisatrices incroyables. Mhm. C'est presque le 40% maintenant. Et qu'est-ce que ça donne? Tu le sais, c'est le backlash tous les gens que disent est-ce qu'il faut que je fais une transition à femme pour faire un film et tous les blagues, tous les techniciens. Oh, écoute, je dis toujours, on a le droit d'être médiocre aussi, hein. C'est pas ok, tous les hommes sont pas des génies et toutes les femmes, c'est pareil. Mais au Ouais. moins, laissons-nous le montrer. Mais je sais Et plus qui a eu cette phrase, ouais, de dire, mais on verra que le monde a vraiment changé le jour où il y aura des femmes médiocres au poste qu'occupent les hommes aujourd'hui. Voilà. Là, on se dit, là, exactement. énorme progrès.
Exactement. Ouais, ouais. Et Non, non, mais ouais. bon, je sais pas, j'ai passé 1 an et demi à. J'ai travaillé, mon dernier film se passe en Italie. À l'Italie, vraiment, je dois dire que j'ai vu, oui, il y a des réalisateurs magnifiques, Alice Rohrbacher et deux, mais c'est incroyable, il n'y a pas. Au dernier Festival de Venise, il y avait une femme à la section officielle. Ouais. C'est bon. Il faut être à la lutte tout le temps. Il faut Ouais. lutter tout le temps. Ouais. Il faut dire, nous sommes ici et écoute, hein, et je sais pas, tu prépares quelque chose maintenant? Parce que j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas faire maintenant. Maintenant, c'est Une justement ça. comédie, une comédie. Ah non, la comédie toujours, mais c'est pour la télé. Mais ouais, ouais, j'en ai fait plein de la comédie. Je fais, tu sais, une série qui s'appelle HPI. Donc HPI, c'est une série qui marche énormément en France. Je suis sûre qu'il doit y avoir soit c'est traduit en Espagne, soit c'est carrément il y a un remake. Oui. Bref. Donc j'assouvis mon besoin de comédie, mais plus côté télé. Non, là, côté cinéma, pour le coup, non, c'est pas. C'est la violence des hommes, voilà. Maintenant, ça me passionne. C'est la misogynie, c'est le. Et c'est pareil, tu vois, c'est cet endroit d'ambivalence où donc j'ai envie de passer du point de vue des hommes. Je développe 2 films. Il y en a un, c'est l'adaptation d'un livre de Romain Gary qui s'appelle Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Et c'est l'histoire d'un soixantenaire qui débande. Donc c'est sur l'impuissance, c'est sur le déclin de la virilité, c'est sur la domination. Et évidemment, ça fait le parallèle avec notre monde. Enfin, c'est l'effondrement du masculin. Et un autre projet que je développe en parallèle, qui sont vraiment, c'est les deux reflets, c'est l'histoire d'un jeune garçon d'une vingtaine d'années qui, lui, vit dans un état d'isolement total, qui n'a jamais eu de relation sexuelle ou affective avec une fille, et qui va sombrer dans les mouvements complotistes, virilistes, masculinistes, incel. Et De, comme on appelle ici voilà, les donc c'est incels. Il y a un mot qui s'appelle exactement. incels Voilà. qui déteste C'est les ça. Ouais, femmes. ouais, ouais, exactement. Ah, Qui déteste les femmes, écoute, voilà. Donc là, le projet le plus immédiat, c'est vraiment, ouais, c'est là, c'est pleine bille dans le cœur de l'homme qui déteste la femme. Mais à nouveau, et ça a été tout le travail depuis 2 ans d'écriture, je veux arriver à comprendre le chemin de pensée de cet homme et je le traite avec, j'essaye, je le dédouane pas, il est responsable de ses pensées, de ses actes, mais de poser sur lui un regard de tendresse et d'empathie, d'essayer de comprendre par où ça passe, mais comme dans tous les mouvements extrémistes. Ce qui m'intéresse chez les incels, c'est que c'est le seul mouvement extrémiste. En général, ils sont tous plus ou moins fachos, antisémites, tout ce que tu veux. Mais les incels, c'est le seul mouvement extrémiste qui revendique une haine de soi-même aussi grande que la haine de l'autre. Et ça, je trouve que c'est un pivot génial. Ils haïssent les femmes, mais ils en se haïssent pratique, eux-mêmes, presque plus. Ils se dénigrent, ils se déprécient, donc au-delà du phénomène qui pour moi n'en est pas un, qui est vraiment l'exacerbation, tu vois, d'une misogynie oui. ancestrale, hein. Il y a quelque chose vraiment de très intéressant sur la bascule extrémiste et sur comment euh, le besoin d'humilier l'autre raconte une honte de soi, comment le besoin de haïr l'autre raconte un sentiment d'échec et une faille intérieure. Enfin voilà. Et donc pour moi, ça amène aussi la possibilité d'un point de vue plus empathique, qui ne dédouane personne, et ça en fait pas du tout une comédie, mais voilà, de pas le regarder comme quelque chose qui nous est complètement étranger, mais de se dire, mais qui est ce garçon très seul? Et il y a quelque chose aussi dans cette mélancolie qui peut ne pas m'être complètement étrangère, tu vois, d'un garçon qui aurait eu une situation familiale compliquée, une associabilité, qui aurait subi du harcèlement scolaire. Comment ça peut devenir complexe aussi d'habiter ton corps, d'habiter le monde, de trouver une place, et comment si t'es pas vraiment bien armé, comment tu peux vraiment échouer et te prendre le mur de la haine, de l'extrémisme, enfin tout ça, ça me passionne beaucoup. Mais c'était génial de le réfléchir du point de vue des femmes, évidemment, et je trouve ça intéressant aussi de le réfléchir du point de vue des hommes.
Après, j'ai choisi aussi un homme qui ne passe jamais à l'acte. Je pense que ça aurait été plus compliqué pour moi. Il est dévoré par ses pensées, il est entouré d'hommes qui se rendent coupables de toutes les fautes, mais lui-même, finalement, n'a même pas ce courage-là, si j'ose dire, tu vois. Mais c'est complexe, mais ça m'intéresse, voilà. Bon, quand on disait Marguerite Duras, si on aime les hommes, il faut vraiment les aimer, mais vraiment. Mais vraiment, c'est fou que tu cites cette phrase parce que je l'ai mis en exergue de mon dossier. Ça commence par il faut beaucoup aimer les hommes, mais c'est incroyable. Mais il y a une réponse. Alors attends, il faut beaucoup aimer les hommes, beaucoup beaucoup les aimer pour pouvoir les supporter. Et il y a une réponse de Manon Garcia. Je ne sais pas si tu connais cette philosophe que j'adore. Je connais. Et voilà. Oui, oui, oui. Et je trouve qu'il y a un chemin, vraiment, son féminisme a fait un chemin, un parcours que je trouve vraiment, de son premier film, qui vraiment parlait de la soumission consentie, au dernier qu'elle a fait sur Mazan. Et sa dernière phrase dans le film, dans le livre qu'elle a écrit sur l'affaire Pellico, c'est il faudrait quand même que les hommes nous aiment un peu, juste un petit peu, pour qu'on puisse continuer de les aimer. Tu vois, ça fait vraiment les... C'est vrai. C'est vrai, j'ai lu le livre. Et c'est fou parce que il y a un personnage de ces trucs que j'ai fait pour Arte que dit ça, qui prend un livre de Duras, il dit ça. Et ça, c'est le commencement de notre chapitre. Ouais. Mais Mais c'est vrai, mais non, tu as raison, c'est fou que tu cites cette phrase, mais bon, voilà, c'est là où sûrement voilà, on s'entend bien. C'est aussi d'être à un endroit de femmes qui aiment les hommes, et ça, c'est inébranlable chez moi. C'est qu'il y a cette idée de pas tous les hommes, mais quand même toujours des hommes. Comment arriver à explorer tout ça et de moi, très installée à ma place d'hétérosexuelle où j'aime les hommes. Mais j'ai envie de me confronter aussi à leur périmètre de violence. Mais voilà, c'est et c'est ça un... que ton film, c'est ça que ton film fait, et c'est ça qu'on ressent de manière presque physique. Et écoute, je veux te remercier pour le film, pour avoir parlé avec nous, et bon, Ben non, j'espère mais que la merci. prochaine, tu Désolée seras à de... New York. Ouais, vraiment, pardon, mais c'était inconciliable avec la vie intime. Mais c'est avec un immense regret et merci de... Bon, tu vas repasser par Paris, j'imagine, à un moment donné de la vie. Je serai à Paris le printemps prochain pour la Ok. sortie de la série. Ah, génial. Bon, et ben voilà, au moins là. On va se Et voir. voilà, ouais, on va se voir vraiment. Mais vraiment, merci beaucoup pour ton invitation, pour ton regard, pour tes mots, pour tout ça. Merci Mona et bonne chance avec tous les trucs que tu Ouais, es en train de faire. We're going to have a little bit of time just for a few questions if you have them for Isabel. While we have a pause, I just want to also thank our team, Lai and Isabel, who very quickly were able to work with us to make this great recording between Mona and Isabel. So thanking them for turning that around so quickly and allowing us to really hear Mona's words after her film. If you want to ask something, I don't know. It's Mona who did the film, and this is the fourth time I sing it, and I really love it. And I know it's complicated, and then you don't know if it's the mother, the grandmother, and all that. I have to say, after watching the film, I bought every book of the Monique Blanche, the grandmother, and the two books Carole, the mother, wrote. So I have a master's now about the whole family. I love the way in the interview you said to her that you consider yourself a classic when you looked at how she constructed her film. Could you elaborate a little bit more on that? Your films deal with intimacy in such a powerful way, how you give voice to ordinary people who then become bigger than what they seem to be in the beginning, and how you construct your film and what you consider it, your words are, you feel like a classic. When you were looking at how she constructed this kind of performative space that then becomes so profoundly real. Could you just comment a little? No.
What I meant is, the way I work. It's very, like film begins and it's a fiction, and I never work with non-professional actors. I never mix in the way she managed to do with fiction, reality, archives, real voices. So my films are I meant conventional in a way, and I have to say, in the last years we're seeing films like this one, like I think it's called. La mère de tous les mensonges, The Mother of All Lies, a film from a Moroccan author. She tells the story of a very specific period in her country with like kind of puppet, like dolls. Not even like, not even like really, very elaborate dolls, like very simple dolls. And there is a moment you feel the story, you see what's happening. There is another film who incorporates real people with actors. Four Daughters, I think, Les Filles d'Olpha. It's a French film. It's a French Algerian film, and also the Sarah Polley film, Stories We Tell, and I admire these films probably because I can see a film and I know more or less how it's done, but when I see these kinds of films, I feel very jealous because I think, why I never done something like that. But my family is very boring. Like, they are boring. I'm very jealous of people with like tragic stories in their past. Me, like, my grandmother had 10 kids. She worked a lot, but she never complained, and probably she had a story, but I don't know. She, I have a very normal life, man. But maybe it's good to have a normal life. Well, first, just following up on what you were saying, I think it, definitely doing this kind of film is very bold in a way to like, I mean, you don't know how it's going to work out necessarily. I could see, I'm curious to know how she sort of imagined that this would, work or not work, or potentially it seems like, but it was amazing. Having seen it 4 times, I'm interested to know what you've sort of I'm masochistic, noticed. like she said. When I told her I watched the film 4 times, like, are you crazy? I'm curious to know what sort of appeared differently to you or new in those viewings. Or I realized it's funny, because today is the first time. I totally forgot the last shot of the film and the moment also when Marion playing the mother and Mona being herself, they embrace. No, I never noticed that, and I never noticed at the end when she sits with her with that silhouette on the beach. I never noticed, she takes the sweater and she puts on, I don't know. You see little details. Also, it's funny, I was also convinced one of the people in the restaurant was Jorge Semprún, and no, he wasn't. And I was like convinced there was a reenactment of Jorge Semprún in the film. But it's true now I mix everything with all the books. There is this incredible book by Monique Lange, the mother of Carole, the grandmother of Mona, called Les Poissons, because it was kind of a slang way to call gay people. And in that book, she tells the story of when she went to Pamplona and she was raped by 10 men. And it was like this idea of this is a rite of passage, who was
now I'm like, I have all this universe, but that's fun. No, that's also magical. Like when a film wakes up your hunger for knowing more things. So let's go to drink, because this is a heavy film. I need a drink. I don't know Thank about you, everybody. Thank you, Isabel, Thank so you. much.